J'ai un parcours un peu atypique quand même par rapport à la tech, puisque moi je suis enseignant de formation. Donc, à la base professeur de sciences pendant de nombreuses années, puis je me suis très rapidement tourné vers le numérique en éducation. Il faut se resituer qu'à l'époque, par exemple, la grande majorité des écoles étaient encore à se questionner sur la numérisation des bulletins scolaires. Et on a sorti, il y a déjà maintenant plus de 2 ans, une autre technologie qui est entièrement IA et qui est vraiment formidable, qui s'appelle Progrès en lecture. Le professeur va déjà recevoir une retranscription intégrale de ce qui a été lu par l'apprenant, par chaque apprenant. Et dans cette retranscription, il va y avoir une analyse automatique par l'IA des mauvaises prononciations. Donc les mots qui ont été mal prononcés vont être coloriés dans une couleur qui est définie par le prof dans son dashboard. Les répétitions, les omissions. Les portraits de l'IA avec Leïla et Benoît. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des Portraits de l'IA. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Sébastien Place de Microsoft. Bonjour Sébastien. Bonjour, comment ça va ? Très bien, et toi ? Ah, ça va super. Bonjour Léla. Bonjour Sébastien, bonjour Benoît. Salut Léla qui est évidemment avec nous pour cet entretien également. Alors, intelligence artificielle, le monde de l'éducation, ce sont évidemment les sujets que l'on va aborder aujourd'hui. Et d'ailleurs Sébastien, vu que l'on parle un petit peu du programme, je te propose aujourd'hui de discuter de l'IA dans le secteur éducatif et de voir comment celle-ci peut supporter notamment le travail des professeurs, mais aussi des élèves dans leur apprentissage. Ça, c'est le premier sujet sur lequel j'aimerais qu'on discute un petit peu. Et alors, ce qui serait intéressant, c'est aussi de pouvoir aborder ces problématiques de l'IA d'une manière générale, mais qu'ensuite tu puisses entrer un petit peu dans le concret et nous expliquer, par exemple, comment est-ce qu'on peut activer cette IA aujourd'hui, donc quels sont les outils que l'on peut utiliser, quelles sont les ressources de formation que tu peux conseiller et qui sont mises à disposition des professeurs, des élèves. Évidemment, vu que tu travailles chez Microsoft, ce serait intéressant aussi pour nous de comprendre la stratégie de Microsoft dans ce domaine-là, donc la roadmap sur les mois, les années à venir et principalement évidemment dans le secteur éducatif. Et alors peut-être qu'on pourra finir sur comment activer de manière effective les écoles, les établissements scolaires, quelles sont les manières les plus efficaces pour le faire. Voilà, vu ta longue expérience dans le sujet, j'imagine que tu vas pouvoir nous en apprendre beaucoup. Vaste programme. Mais oui, c'est super motivant. Donc, je crois qu'on va avoir pas mal de choses à dire là-dessus et d'avis à échanger. Mais je suis partant. Eh ben, écoute, magnifique. Donc, Sébastien, nous, on s'est rencontrés dans le cadre des discussions avec notre société, Delaware, avec Leïla. Et on s'est dit, tiens, c'est vrai que les écoles, c'est finalement là où vont nos enfants, c'est là où l'avenir de notre société se trouve aujourd'hui, mais on avait l'impression que du côté de l'IA, c'était parfois encore un petit peu compliqué dans l'adoption. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, ce qu'on peut te proposer, c'est peut-être que tu nous parles un petit peu de toi, qui tu es, ton parcours et quel est le rôle que tu joues aujourd'hui chez Microsoft à ce sujet. Oui, avec plaisir. Donc, j'ai un parcours un peu atypique quand même par rapport à la tech, puisque moi, je suis enseignant de formation. Donc, à la base, professeur de sciences pendant de nombreuses années, puis je me suis très rapidement tourné vers le numérique en éducation avec les technologies de l'époque, à savoir essentiellement du web. Et au travers de projets comme le passeport TIC, TIC, qui était initié par la Fédération Wallonie-Bruxelles, et assez rapidement les projets école numérique et cyberclasse, comme ils s'appelaient à l'époque, j'ai construit une petite expérience en fait sur l'usage des nouvelles technologies dans le cadre éducatif que j'ai pu mettre en pratique. Et de fil en aiguille, je me suis tourné vers des technologies un peu plus pointues, les outils Microsoft entre autres à l'époque. Et c'est comme ça que j'ai fini par proposer des partages d'expériences et des workshops sur l'usage des environnements Microsoft en éducation, et que j'ai fini par être recruté par Microsoft pour la branche éducation académique et research pour la Belgique et le Luxembourg. Et donc je travaille au sein de cette équipe depuis maintenant un peu plus de 6 ans. Super, donc ça veut dire qu'en fait tu viens du terrain, donc les problématiques tu les connais vraiment sur le bout des doigts.
Ouais, tout à fait, puisque je les ai vécus de manière pratique. Je me suis heurté à cette réalité, aux contraintes financières, aux contraintes techniques, au manque d'accompagnement et de formation qu'on avait en tout cas à l'époque. Et c'est essentiellement sur ça que j'ai construit le départ de ma deuxième carrière dans la tech. C'était du partage d'expérience et de pouvoir aussi être un relais en interne dans le monde des nouvelles technologies par rapport à la réalité de l'enseignement en Belgique, tout du moins en Fédération Wallonie-Bruxelles. Ok, pour qu'on comprenne bien, donc, si j'ai bien compris, tu as commencé à automatiser certaines tâches dans ton école ou à construire des petites applications qui pouvaient être utilisées par les élèves, par les professeurs, et de fil en aiguille, ça c'est l'intérêt, je veux dire, que les étudiants et les professeurs ont porté à ce que tu avais construit, a grandi. C'est comme ça. Comment ça s'est passé concrètement? Oui, c'était l'idée, puisque bon, ça nous remonte quand même un paquet d'années en arrière, mais il faut se resituer qu'à l'époque, par exemple, la grande majorité des écoles étaient encore à se questionner sur la numérisation des bulletins scolaires. Et donc les premières années que j'ai passées dans l'enseignement, eh bien c'était encore des bulletins rédigés à la main au stylo avec un brouillon qu'il fallait faire, et les titulaires recopiaient ensuite la version au propre avant de la distribuer aux élèves et aux parents. C'était des soirées entières qu'il fallait consacrer à ça, à ce travail un peu de bénédictin où on se passait les piles de bulletins les uns les autres. Il fallait avoir noté tout ça soigneusement. Quand on était titulaire, la moindre erreur de typo et de calligraphie était sanctionnée. Donc voilà, ça a été un de mes premiers projets, c'était de choisir, je ne l'ai pas développé, mais de sélectionner les technologies disponibles à l'époque pour avoir un bulletin informatisé, et c'est ça un peu qui a été le déclencheur. En parallèle, j'ai redéveloppé intégralement un site web pour l'école avec une technologie qui était encore émergente à ce moment-là, qui était WordPress. Ah, oui. Et donc voilà, puis de là de développer une application de contact qui est venue se greffer sur le WordPress avec du code que j'avais pu aller retrouver sur GitHub, qui était documenté, que j'avais un petit peu dû adapté et ainsi de suite. Et à un moment donné, voilà, j'ai voulu voir un peu plus grand et il fallait que je mette à disposition de mon école un espace numérique de travail. C'était vraiment la pièce, le plateau central finalement de cette nouvelle vision technologique que j'avais développée avec mon directeur de l'époque. Marc, si tu nous écoutes, je te salue. Et donc j'avais fait une étude de marché à cette époque et j'ai sélectionné l'environnement Microsoft 365 qui s'appelait encore Office, pour pouvoir avoir un camp de base qu'on ne doit pas développer entièrement et une interopérabilité avec un maximum de solutions. Et c'est ça en fait qui avait guidé notre choix et permis de professionnaliser aussi, c'était une petite révolution à l'époque, les emails en fait d'une école. La professionnalisation des emails, le fait de ne plus utiliser l'adresse email personnelle de chaque professeur, c'était déjà un énorme changement sur lequel des écoles sont encore en transition actuellement, il faut être conscient. Donc on se situe à peu près à cette époque, et c'est comme ça que j'ai après exploré la toute première version de Teams. Avant même qu'il ne soit un espace numérique d'apprentissage, il était d'abord un espace numérique de travail que j'avais mis en place dans l'école, et voilà, création de canaux, apprendre à des collègues à travailler sur des fichiers en commun et plus à démultiplier les versionnings des fichiers, et les duplications multiples sur les disques durs, les clés USB, voire même à l'époque les OneDrive. Et donc voilà, c'est un peu le cheminement naturel qui s'est dessiné et qui a nourri mon intérêt pour la EdTech, qui est un nom qui n'existait pas encore à l'époque, mais vraiment ce côté de venir faciliter le travail du monde de l'enseignement et de l'apprentissage au travers des nouvelles technologies. Ce que je comprends bien, c'est que tu as pu réaliser ce type d'expérience à l'intérieur même de l'école dans laquelle tu enseignais, et ça, il y a pas eu de soucis. Donc le PO a laissé faire, si je peux me permettre. Oui, après c'est comme pour toute situation dans l'enseignement, ça s'est fait progressivement. Donc il a fallu d'abord créer une confiance vis-à-vis du numérique et vis-à-vis de mes compétences. Donc les premiers projets étaient quand même assez ambitieux. La transition vers le bulletin électronique, il a fallu défendre les idées auprès de la direction, auprès du pouvoir organisateur. Et ensuite, une fois qu'on avait les feux verts pour l'exécution, il fallait pas se planter, il fallait commencer à manipuler des schémas de données à l'époque. Et donc ça a été extrêmement formateur, parce que j'ai découvert par là même la notion de schéma de données qui n'était jamais clairement mentionnée et que
que d'ailleurs j'ai nommé officiellement bien des années plus tard, qui consistait à comprendre voilà quelle data, quelle information est connectée à quel profil, à quel utilisateur, dans quel contexte, et à partir de là de pouvoir dresser un grand schéma pour traduire la manière dont les points et les bulletins s'organisaient dans l'école par rapport à l'outil numérique et l'interface qu'on allait déployer. Et une fois que ça a été un succès, après voilà l'espace numérique de travail, les applications additionnelles, ça a été la possibilité d'avoir de plus en plus de marge de manœuvre sans devoir systématiquement demander des autorisations. Et puis après, c'est un peu un cercle vertueux, parce que plus on va automatiser des tâches, plus on va faciliter le travail et le quotidien et le fonctionnement de l'école. Et donc, plus ça devient automatique et naturel de la part de l'organisation, de l'institution, de systématiquement chercher une solution numérique pour résoudre les problématiques majeures en termes de fonctionnement et d'organisation, puisque c'est sur ces axes-là, en général, que le numérique est le plus fort. Ok, donc en fait, ce qui est bien, c'est que tu as appliqué ces résultats ou cette recherche dans une école et que maintenant, finalement, par ton poste chez Microsoft, tu as la possibilité d'essayer de faire en sorte que un nombre maximum d'écoles puissent bénéficier, je veux dire, de cet apprentissage et de ces nouveaux outils, parce que ce que tu nous parles comme expérience, ça date d'il y a quoi ? Il y a 6 ans, tu disais que tu as commencé chez Microsoft. Oui. Donc là, on était quand tu as mis ça en place dans les écoles, on était en quelle année ? On était entre 2010 et 2018. Voilà. Oui, c'est ça. L'essentiel des projets sont déroulés dans cet intervalle de temps. Voilà. Ça s'est initié fin des années 2000, donc à l'aube des années 2010 pour les premiers projets. Et j'ai finalisé les derniers avant de partir en 2018. Donc, c'est ça. Parce qu'on va beaucoup parler d'IA évidemment dans cet épisode. Mais là, en fait, ce que tu nous racontes, on est même avant l'IA, évidemment. Tu mentionnes des problèmes d'adoption. Il faut des ressources, il faut du temps pour construire ce que tu as fait. Est-ce que tu vois aujourd'hui, quelle est la maturité des écoles par rapport aux outils numériques classiques ? Donc, sans même aborder l'IA, je pense que, par exemple, les espaces collaboratifs, comme tu l'as mentionné, Teams, finalement, le confinement a pas mal aidé parce qu'on a été un peu forcé de faire la transition. Est-ce que, comment tu vois les choses ? Est-ce que les écoles sont prêtes aujourd'hui à déjà se lancer dans le train de l'IA ? Alors, on va en parler plus en détail plus tard, mais ton avis comme ça à chaud. Alors, j'ai une réponse double. C'est oui et non. Ça va se jouer sur la notion de contexte et la notion de besoins qui ont été identifiés. Parce qu'on reste dans une phase encore d'adoption. Donc, comme tu le mentionnes, la crise sanitaire a considérablement accéléré l'adoption à minima des espaces numériques de travail. Mais il y a encore un écolage permanent qui est fait, un accompagnement par les différents réseaux d'enseignement avec des technopédagogues qui ont été engagés, des fonctions qui ont été créées pour essayer d'accompagner au maximum les écoles dans cette transition. Un chemin colossal a déjà été parcouru en ce sens, mais comme toujours, et dans tous les secteurs, on a les early adopters, et puis on a l'utilisateur lambda moyen, et puis on a les réfractaires. Et donc il faut juste imaginer que dans le monde de l'enseignement, les proportions ne sont pas tout à fait les mêmes que dans d'autres secteurs. Et ces proportions, elles ont justement évolué aussi ces dernières années. Donc maintenant, on est encore globalement tous dans la tech en train de travailler en Fédération Wallonie-Bruxelles sur la conversion au maximum des utilisateurs standards. Donc les early adopters ont été convertis aux nouveaux usages, aux nouvelles pratiques numériques déjà depuis un moment. Une grande quantité des utilisateurs standards sont en cours maintenant de transition et il restera toujours des réfractaires et c'est normal et c'est sain d'avoir une forme de contre-pouvoir et c'est quelque chose que je défends aussi au sein de chaque institution puisque ça permet de maintenir un peu la boussole bien orientée. Mais voilà, il faut partir d'abord d'une masse en tout cas de réfractaires qui peut être plus importante que dans d'autres secteurs. Et à partir de là, la question de l'IA, plus spécifiquement, et de sa capacité d'adoption, c'est là où on a une petite révolution quand même par rapport aux autres vagues technologiques qu'on a connues dans l'enseignement. C'est que l'IA, en termes d'adoption de masse, tout secteur confondu, les chatbots type ChatGPT, qui est le plus grand exemple, en tout cas le fleuron, disons, de cette démonstration géante qui a lieu depuis bientôt 1 an, c'est à peine quelques mois pour convertir 100 millions d'utilisateurs mondiaux. Actuellement,
chiffres sont largement, évidemment, au-dessus de ça. Et le monde de l'enseignement ne fait pas exception. Donc, pour le coup, on peut jouer un effet de règle de 3 sur les proportions. Et donc, il y a déjà énormément d'enseignants et d'enseignantes qui ont testé, ou en tout cas se sont questionnés ou intéressés sur l'outil, parce que, contrairement aux grandes vagues de révolution technologique précédentes, l'IA générative touche une corde sensible, dans les deux sens du terme. C'est-à-dire cette capacité de ces robots d'intelligence artificielle comme ChatGPT à pouvoir venir simuler des attitudes et des productions qui peuvent être celles des élèves. Et donc, forcément, à partir de là, il y a un intérêt. C'est-à-dire que aussi bien des réfractaires que des utilisateurs lambda que des early adopters vont et se sont déjà intéressés au sujet. Et donc, ici, c'est ça qui est intéressant, c'est que on n'a plus besoin de passer par la phase historique déjà de sensibilisation à l'existence de. On a pu effacer ça du tableau cette fois-ci, et c'est la première fois que ça arrive, en tout cas de mon expérience dans ce secteur, et ça nous permet de gagner du temps. C'est-à-dire que pour d'autres transpositions technologiques, à 1 an après la vulgarisation, disons, la mise en disponibilité générale d'une techno, dans le monde de l'enseignement, on est juste encore à se dire, regardons un petit peu nos priorités de terrain, regardons un petit peu les missions qui nous incombent, on regardera ça plus tard, et le truc est un peu rangé dans un tiroir, et il y aura 2-3 personnes qui vont s'y intéresser, qui vont peut-être faire un article dessus, 2-3 tutos, et ça peut rester très très limité pendant un laps de temps encore très très long. Ici, il a même pas fallu attendre le mois de janvier 2023 pour qu'il y ait déjà des forums qui se mettent en place au niveau académique, qu'il y ait des colloques qui soient établis, pas plus tard que début du printemps dernier, pour discuter de la chose, questionner la technologie et analyser aussi profondément que possible au contexte à l'instant T les impacts que ces technologies peuvent avoir. Donc, c'est intéressant parce que c'est une nouvelle manière d'aborder les choses avec une vitesse, en tout cas, beaucoup plus élevée qu'on n'avait encore jamais rencontrée. J'ai une question quand même à ce niveau-là, parce que tu dis qu'en effet, l'adoption est beaucoup plus rapide, ou en tout cas l'awareness, le fait que les gens soient au courant que ça existe et que ça va arriver dans leur métier d'une manière ou d'une autre. Par contre, j'ai quand même l'impression qu'au niveau des craintes par rapport à l'outil, que celles-ci sont beaucoup plus hautes en fait que des outils, de collaboration, de vidéoconférence, qui là sont finalement là pour t'aider dans ton quotidien. Alors c'est le cas aussi de l'IA générative, ça va t'aider dans ton quotidien. Par contre, il y a une crainte comme ça innée qui est pour moi beaucoup plus visible. Est-ce que ça tu la confirmes dans les discussions que tu as pu avoir avec les écoles, les professeurs et peut-être même les élèves? Tout à fait. Je suis sollicité énormément pour des rencontres, des conférences, des colloques sur la thématique de l'IA en éducation depuis bientôt 1 an. Et oui, je te confirme que plus que jamais, l'IA générative nourrit un fantasme de crainte. Je vais parler de fantasme parce que c'est toujours une histoire de projection. Quand on ne connaît pas une technologie, quand on ne comprend pas comment elle fonctionne, il est très très facile en fait d'y projeter à la fois ces fantasmes positifs, mais aussi les fantasmes négatifs dans le cas ici qui nous concerne. Et donc grosso modo, on a les classiques craintes qu'on avait déjà rencontrées sur d'autres vagues technologiques, c'est-à-dire le remplacement d'une partie de la charge de travail et donc des responsabilités, et donc un questionnement du sens sur le métier et les compétences. Mais ici, il est plus souvent question de substitution de cette IA à des outils de production, à des outils de production classiques de la part des élèves. Et donc, c'est essentiellement souvent autour de ça que la discussion va s'articuler. Autrement dit, la question qui me revient le plus souvent, est-ce que j'ai un outil quelque part disponible qui me permet à 100% de pouvoir vérifier que la production faite par un de mes élèves ou une de mes élèves n'est pas issue d'une IA générative? On va dire que beaucoup de choses dans les craintes gravitent essentiellement autour de ça, autour de cette question. Moi, j'ai une question parce que j'ai été enseignante dans une autre école et lors des examens, donc c'était un cours de chimie pour les conservateurs et restaurateurs d'œuvres d'art. Donc c'était pas des scientifiques, mais c'était un cours de sciences. Et ils avaient, durant leurs examens, ils avaient à disposition l'ensemble des cours. Et je laissais aussi la possibilité aux étudiants d'utiliser Internet pour répondre aux questions. L'ensemble de mes collègues trouvaient ça assez étrange
que je puisse faire ça. Et je leur disais, mais rassurez-vous, les questions que je pose ne permettent pas aux étudiants de répondre. S'ils ne comprennent pas la question, ils ne pourront pas répondre malgré la documentation qui est mise à leur disposition. Et c'était le cas, hein, donc j'avais quand même 20 à 30% d'échecs aux examens. Et maintenant, je me pose la question, si j'étais enseignante à cette époque de ChatGPT, est-ce que j'accepterais encore que mes étudiants puissent accéder à ChatGPT et à Internet, donc ChatGPT, durant leurs examens? Et je ne sais pas répondre à cette question. Mais je te rejoins sur ce point. Je ne pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises réponses à cette question, parce que pour moi, c'est une question justement de poser la bonne question. Est-ce que la bonne question, c'est pas plutôt de se dire, est-ce que cette méthode d'apprentissage et d'évaluation est encore pertinente à notre époque? Si je reprends l'exemple que tu cites un peu à la volée, mais je dirais que finalement, admettons que j'ai une IA générative de quelque type que ce soit à ma disposition en tant qu'étudiant pour le cours que tu évoques, si je lui pose la question à cet assistant, bien actuellement, il va être capable de pouvoir donner la réponse à ta question. Il va être capable d'analyser la question et donc d'aller, en fonction de ses capacités, si on prend un exemple comme un copilote pour le web, par exemple, il va pouvoir aller faire de la recherche complémentaire d'informations au travers de moteurs de recherche et de pouvoir consolider à partir de sa base de connaissances et articuler une réponse à cette question. Mais donc, du coup, est-ce que cette évaluation devrait plutôt être transformée en un cas pratique en classe, en cours? Et admettons, voilà, si un élève ou des élèves vont poser cette question et obtenir une réponse, de se dire, bon, comment est-ce que ce robot a pu construire cette réponse? Quelles sont les informations qu'il a été consultées? Est-ce qu'on peut les sourcer? Est-ce qu'on peut aller lire soi-même maintenant les différentes sources? Est-ce qu'on peut vérifier? Est-ce qu'il y a un degré de pertinence relativement élevé ou pas? Est-ce qu'il y a une cohérence, plus qu'une cohérence de surface dans la réponse, l'articulation des concepts? Et même, pourquoi pas, un exercice que j'ai déjà pu réaliser en atelier, c'est aussi de proposer aux élèves de demander du coup à l'IA d'expliquer comment elle a construit sa réponse. Et donc, ce sont des éléments après que on peut soumettre à analyse, qu'on peut critiquer. Et je pense que c'est un travail qui est beaucoup plus porteur que juste de demander à des étudiants d'effectuer de manière semi-automatisée même une recherche, par exemple. On met en avant finalement la capacité d'esprit critique des étudiants, ce qui est une skill tout à fait fondamentale et bien plus, je dirais, efficace que demander la restitution d'une réponse classique à une question. Ok. Eh ben, je te propose peut-être de maintenant entrer un petit peu dans le vif du sujet. Donc, quand on parle d'IA dans l'éducation, de quoi est-ce qu'on parle exactement? Est-ce que tu as une définition peut-être simple, peut-être beaucoup demandée, mais pour nos auditeurs? Je dirais que, alors, simple, on s'entend. Je dirais que c'est un ensemble de technologies qui sont capables, dans une certaine mesure, de répliquer des actions humaines dans le contexte de l'apprentissage et de la formation. Je devais vraiment essayer de vulgariser. Comme toute vulgarisation, j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur ni l'un ni l'autre, ce que je dis est factuellement faux, mais la vulgarisation est toujours une trahison de la réalité pour donner un peu d'accessibilité à l'information. Donc, je pense que cette phrase n'est pas trop mauvaise en termes de vulgarisation. En tout cas, elle parlera à beaucoup de monde. C'est au même titre que, par exemple, les automatisations mécaniques dans l'automobile. Si on prend les voitures d'il y a 30 ou 40 ans, c'était des boîtes manuelles, on n'avait pas forcément d'ABS, il n'y avait pas de système de direction assistée, on savait déjà conduire, on savait déjà rouler, mais c'était beaucoup moins confortable. Et donc, sont arrivées des technologies de roulage que j'ai évoquées et encore beaucoup d'autres après. Et donc, petit à petit, l'expérience de conduite reste la même. On a toujours tourné un volant et appuyé sur des pédales, mais on a des boîtes automatiques, on a une assistance pour tourner les roues, on a des systèmes de freinage qui empêchent les roues de se bloquer, ça diminue les risques, ça permet de sécuriser. Et donc, voilà, je pense qu'on peut faire le même parallèle avec les appareillages technologiques autour de l'apprentissage. Ok, et justement, l'IA, on en parle depuis très longtemps, on va dire, dans le monde de l'entreprise. Je regarde Léla, mais ça fait 5-10 ans peut-être. Avant, on parlait beaucoup de big data. Maintenant, voilà, utilisation de ces données pour en faire quelque chose. Mais ça, c'est le monde de l'entreprise. Est-ce que, pour toi, dans le secteur de l'éducation, il y a eu un moment charnière où l'IA a vraiment fait basculer les choses, où est arrivé sur le devant de la scène?
Alors, je pense déjà connaître la réponse, mais je te regarde et j'attends de voir ce que tu vas dire. Il nous a déjà dit un petit aperçu. Je pense aussi. Voilà. Donc il y a deux, on va dire, il y a deux moments charnières, disons qu'on pourrait épingler. C'est 2020 et la fin de l'année 2022, début de l'année 2023. C'est les deux moments clés. 2020 parce que on avait parlé tout à l'heure de la crise sanitaire et de l'adoption massive d'espaces numériques de travail et donc finalement d'une arrivée plus conséquente du numérique dans les classes virtuelles à ce moment-là, puisqu'on pouvait plus aller physiquement à l'école et dans les institutions. Et donc à ce moment-là, il y a déjà eu une première vague IA, mais jusqu'en fin 2022, alors c'est personnel comme ressenti, ce que je vous partage là, mais j'aurais tendance à dire que mentionner IA dans un narratif techno-pédagogique, ça avait une connotation plutôt négative. Ça avait une notion robotique, d'automatisation vraiment au premier degré. Ouais. Et donc, moi-même, je me rends compte que, par mimétisme, je pense, j'évitais volontairement le terme. Je parlais plutôt de technologie d'assistance, par exemple. Et donc, notamment, à l'époque, je promouvais déjà un outil qui s'appelle lecteur immersif. C'est une technologie qu'on a développée chez Microsoft en 2018 et qui a commencé vraiment à prendre son essor courant de l'année 2019 et début de l'année 2020, justement, en dehors du contexte sanitaire, et qui vise à transformer les contenus textuels affichés pour un utilisateur ou une utilisatrice de manière automatisée en fonction de ses besoins spécifiques. Donc, si je suis dyslexique, si j'ai des troubles de la concentration, des troubles de l'apprentissage au spectre large, je vais pouvoir choisir dans cette interface qui est une surcouche, en fait, un document classique, différents réglages qui me sont personnels et qui vont m'accompagner dans mon apprentissage et dans la consultation des différentes ressources et documents qui me sont fournis par le professeur. L'idée là, c'est que on aide l'IA en fait. Ce lecteur immersif, c'est une IA de type génératif qui analyse le contenu textuel et va le réinterpréter. Mais simplement ici, elle va pas recréer du nouveau, elle va juste reprendre l'existant qui est présenté et rajouter des informations, comme par exemple une détection des acteurs grammaticaux d'une phrase, proposer une découpe syllabaire en un clic, pouvoir lire à haute voix en synthèse vocale le texte pour avoir les prononciations. On est sur ce type d'appareillage. Et donc, ça, je le présentais déjà en 2018 et encore un peu plus en 2019. Mais je disais, voilà, c'est un assistant de lecture, c'est un assistant d'apprentissage. Et de temps en temps, le mot intelligence artificielle ressortait, mais c'était pas très tendance à ce moment-là, en tout cas de l'évoquer, c'était pas forcément bien perçu. Puis on arrive à fin de l'année 2022, boom de l'IA générative, ChatGPT est mis en disponibilité mondiale, et là, tout d'un coup, l'IA devient alors un mot extrêmement tendance. Et donc à partir de là, je pense que vous voyez un peu le parallèle, c'est que l'IA était déjà présente en arrière-plan dans pas mal de technologies, parce que dans le monde de l'inclusion, c'est un des fleurons, notamment dans le monde éducatif, où on va retrouver historiquement toujours beaucoup d'IA. Enseignement spécialisé, accompagnement du secteur hospitalier, post-opératoire, post-traumatique, etc. Je veux dire, vous voyez déjà des technologies dans les années 80 ou les années 90 de détection des mouvements visuels, de synthèse vocale à partir de textes. C'est juste que maintenant, ces technologies se sont miniaturisées, se sont cloudifiées, donc elles sont plus locales. On peut y accéder au travers d'un simple browser internet ou l'application de son smartphone. Et plus performantes aussi. Et elles sont beaucoup plus performantes. Et en fait, c'est une question d'échelle. Et là, on a une transition qui a été invisible, on va dire, de 2018-2019 jusqu'à 2022. Et puis une explosion grand public de médiatisation. Et maintenant, on peut dévoiler des termes d'IA sur des choses en fait qui étaient déjà en place un peu partout autour de nous. Et simplement, le commun des mortels ne positionnait pas le label IA sur ce type en fait de techno. Ok, donc ça c'est vraiment un exemple concret en effet de l'application de l'IA pour des apprenants, typiquement. Est-ce que du côté des professeurs, dans leur quotidien, préparation des cours, revue peut-être de certains devoirs, ce genre de choses, est-ce que tu as des exemples concrets de choses qui se font déjà aujourd'hui? Ou des idées, ça sera peut-être pour la deuxième question, qui arrivent plus tard, donc des use cases qui sont en train d'être réfléchis. Mais attaquons-nous d'abord à ce qui se fait aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as pu déjà observer? Il y a énormément de choses. Donc ici, je vais alors prendre encore un exemple, disons en technologie maison, histoire d'illustrer. Donc j'évoquais le lecteur immersif il y a quelques instants. Et on a sorti
il y a déjà maintenant plus de 2 ans, une autre technologie qui est entièrement IA et qui est vraiment formidable, qui s'appelle Progrès en lecture. Le concept, il est assez simple. L'apprentissage de la lecture, c'est un fondamental des apprentissages, quel que soit l'âge, quelle que soit la forme d'éducation, de formation, d'enseignement, de filière. Voilà, on va le retrouver partout. Apprentissage des langues, apprentissage de la langue maternelle, décodage de l'information, etc. Et donc, on a développé un système IA extrêmement puissant et très très simple qui consiste à partager une ressource textuelle avec un groupe d'apprenants. Ça se fait dans un espace Teams Class, dans l'exemple qui nous concerne. Et chaque apprenant va recevoir le texte à lire. À ce moment-là, sur l'appareil qui est utilisé par l'apprenant pour consulter le texte, il y a une activation qui se fait par un bouton de la caméra et du micro pour être enregistré en train de lire le texte qui nous a été soumis à voix haute. La caméra va surtout apporter en fait un visuel sur la prononciation, et également sur éventuellement le contexte. Parce que si le travail a dû être réalisé dans un environnement bruyant, chahuté, etc., on va pas l'évaluer de la même manière. En tout cas, on n'évaluera pas la qualité de la même manière que ça a été fait dans un espace complètement calme et silencieux. Et donc, l'enregistrement est pris. Alors, le professeur peut définir est-ce que l'apprenant a 1 tentative, 2 tentatives, 10 tentatives, un nombre illimité de tentatives. Mais à un moment donné, voilà, cette production est renvoyée au prof automatiquement par le système. Et là, le prof ne reçoit pas seulement une piste son et une piste vidéo. Le professeur va déjà recevoir une retranscription intégrale de ce qui a été lu par l'apprenant, par chaque apprenant. Et dans cette retranscription, il va y avoir une analyse automatique par l'IA des mauvaises prononciations. Donc les mots qui ont été mal prononcés vont être coloriés dans une couleur qui est définie par le prof dans son dashboard. Les répétitions, les omissions, les mauvaises prononciations de manière générale, les erreurs de liaison, etc. Tout ça va être en fait automatiquement analysé et coloré. Et le professeur va pouvoir évidemment refaire une correction manuelle par-dessus. Alors, ce qui est génial, c'est que pour un texte long, le professeur peut parcourir la retranscription et se dire, par exemple, je sais pas, au milieu du texte, tiens, l'IA dit que ça a été mal prononcé, je voudrais vérifier. On clique sur le mot. Et là, l'IA va emmener la piste son et la piste vidéo à l'endroit exact du mot. Et donc, le prof clique sur le mot et entend et voit le moment où l'apprenant dit le mot en question et on peut vérifier. Et à partir de là, le professeur peut compléter un petit rapport de notes, une grille de compétences, une évaluation sous quelque forme et ensuite renvoyer à l'apprenant. Et alors, il y a une option qui est aussi géniale là-dedans, que le professeur peut activer pour la phase de lecture de l'apprenant, c'est que à la fin de la lecture, au moment de renvoyer la production au prof, le prof peut choisir d'activer l'option assistant de lecture. Si l'option est activée, le robot du système va proposer à l'élève, avant même que le professeur ait corrigé quoi que ce soit, sur son écran au moment de renvoyer sa lecture, entre 3 et 5 mots à reprononcer plusieurs fois, qui sont basés sur les erreurs que l'IA a déjà détectées en fait dans le fichier source. Donc tout de suite, à chaud, l'apprenant, j'ai mal prononcé mon the pour le cours d'anglais, the, thing, etc. On va avoir un exercice et cet exercice va également être rendu sous forme de mini-statistiques au professeur. Le professeur pourra voir l'élève s'est entraîné ou pas sur les propositions, quelles propositions ont été faites, etc. Et là, on a un exemple formidable parce que l'intelligence artificielle, c'est aussi cette capacité, on le disait, d'automatiser. Mais sans cette automatisation, la charge de travail pour un seul exemple de ce que je viens de donner dans une classe, disons, de 25 élèves, vous imaginez le nombre d'heures que ça représente. Et donc, on va pas dire, on parle d'une industrialisation, mais dans une certaine mesure, quand je suis moi un prof face à 25 élèves, j'ai pas forcément la capacité physique, au sens scientifique du terme, d'avoir le temps pour faire cet accompagnement individualisé. Donc là je vois plusieurs avantages. Non seulement, comme tu viens de le dire, donc automatiser, donc diminuer la charge de travail et peut-être pouvoir identifier plus vite, plus facilement et proposer des solutions pour les élèves qui ont un peu plus de difficultés. Ça, c'est une chose. Pour l'élève, c'est aussi, si c'est un processus entre guillemets automatisé, il peut peut-être s'exercer plusieurs fois sans attendre d'avoir une requête du professeur. Donc finalement, il peut aussi combler son retard comme ça. Par contre, la question, c'est peut-être une question choc, mais est-ce que du coup, tu penses que les profs doivent devenir technophiles dans les quelques années qui viennent pour pouvoir encore suivre et être relevant dans ce secteur, en fait? C'est une très bonne question. La réponse est plutôt oui, mais, et tout est dans la nuance. C'est-à-dire que là, on va continuer sur l'exemple que j'ai évoqué, l'exemple technique. Le gros avantage, c'est son extrême facilité.
Et là, on peut faire le parallèle avec notre fameux phénomène ChatGPT et sa capacité d'adoption. Plus que jamais auparavant, l'intelligence artificielle, à grande échelle, générative ou non générative, elle propose une facilité de l'expérience utilisateur et utilisatrice qu'on a rarement vue auparavant. Et donc, cette facilité de mobilisation de la technologie va nous aider, finalement, et va aider les utilisateurs à une adoption plus massive. C'est un peu ce qui a fait ici le succès de ces assistants. Et donc, il y a un minimum, tu as raison, de compétences qui doivent être développées. Mais on pourrait presque dire qu'il y aurait une sorte de fundamental skills, donc de compétences fondamentales nécessaires et suffisantes pour que les enseignants puissent mobiliser ces technologies. Au-delà de ça, les outils vont finalement faire le taf par eux-mêmes. C'est-à-dire, ils vont prendre l'utilisateur, type professeur, par la main, virtuellement, pour les emmener vers les nouvelles fonctionnalités et des scénarios de plus en plus avancés. Ça fait écho à, tu vois, pas mal de workshops et de formations que j'anime depuis un peu plus d'un an, justement sur le thème de l'IA générative. C'est très très rigolo de voir à quel point à chaque session que j'anime, j'ai plusieurs personnes dans l'assemblée qui me demandent systématiquement et ton robot là, il fait quoi? Et si est-ce qu'il sait faire ça? Est-ce qu'il sait faire ça? Enfin, c'est rigolo parce que même moi au début je manquais la balle au bon. J'arrivais pas, en tout cas, à la rattraper à la volée. Mais maintenant, j'ai un peu changé de méthode. Je me dis, mais c'est pas à moi qu'il faut poser la question. Donc, je partage mon écran. Je tape la question au robot. Ici, vendredi dernier, j'ai encore fait une formation. C'était copilote pour le web. Je tape copilote. Est-ce que tu es capable de, par exemple, synthétiser un texte philosophique et en générer 10 questions? Il dit, oui, pas de problème. De quel texte voulez-vous qu'on parle? Donc voilà, en fait, on est arrivé à un niveau technologique où l'outil est capable de répondre lui-même aux questionnements de l'utilisateur. Et là, on sent, et c'est pour ça que ta question était très intéressante, on sent que voilà, on doit encore préparer le terrain au niveau des utilisateurs moyens par rapport à cela. C'est-à-dire, finalement, on est maintenant à ce stade où vous pouvez directement demander à votre outil s'il sait le faire ou s'il sait pas le faire, jusqu'à quel niveau il peut le faire, et même vous pouvez lui demander de s'auto-analyser, de s'auto-critiquer en vous disant voilà sur quels éléments es-tu bon et pertinent et quelles sont tes faiblesses. Et les outils maintenant qu'on évoque sont capables de l'indiquer clairement. Les outils textuels vont pouvoir l'écrire, les outils vocaux vont pouvoir le dire, les outils plus automatisés comme ceux que j'ai évoqués, évidemment là ça peut être par des dashboards, des indicateurs visuels clairs, des codes couleurs comme je les évoquais, qui vont simplement pouvoir signifier visuellement par exemple aux utilisateurs, aux utilisatrices s'ils sont dans le bon niveau de cas d'usage ou s'ils sont hors scope. Moi je vais me faire un peu l'avocat du diable alors que je suis technophile. Cette personnalisation qui va devenir de plus en plus présente dans l'éducation, est-ce que finalement ça va pas non plus créer une forme d'individualisme alors que l'école finalement est un lieu de sociabilisation? C'est un très bon point. Après je renvoie toujours sur une autre question. Quand une question est bonne, on va y répondre par une autre question. C'est de se dire, est-ce que c'est développement des compétences sociales, du travail de groupe, du travail d'équipe, de la répartition des tâches, des forces et faiblesses, dans le sens positif, évidemment, chacun et chacune. Est-ce que c'est pas juste simplement des choses qu'on va développer encore plus dans le temps scolaire, dans d'autres cas d'usage et scénarios, justement grâce à la mobilisation d'outils technologiques? Je vais te prendre un exemple très très concret. Oui, comment est-ce qu'on peut faire ça? Je vais prendre un exemple très pratique, mais donc je donnais une formation sur l'IA générative en éducation, c'est il y a 2 semaines, je pense. Et j'avais travaillé un prompt, j'avais travaillé une banque de prompts que je comptais publier et partager. Je pense que maintenant, oui, l'article est sorti sur mon blog. Et donc, dans un des prompts que j'ai créé, j'ai demandé un robot type GPT. Donc, c'est des prompts qui marchent sur ChatGPT, sur Copilot pour le web, Copilot pour Edge, etc.
Et je lui dis en résumé, tu es membre d'un groupe d'études dans mon école. Nous travaillons telle matière, donc il faut compléter un peu le prompt. On est sur un niveau de tel niveau, par exemple de secondaire ou supérieur. Et en tant que membre du groupe, j'attends de toi que tu poses les questions les plus pertinentes qui te viennent à l'esprit par rapport à cette matière. Selon toi, les challenges et opportunités. Je veux que tu nous demandes également nos noms ou nos surnoms et nos forces et faiblesses au sein du groupe d'études par rapport à cette matière. Et en fonction de ça, que tu interagisses avec nous comme membre du groupe pour nous aider, comme nous le faisons chacun et chacune dans le cadre de notre étude. Grosso modo, c'est un peu ça. C'est pas formulé exactement ainsi, mais vous avez l'idée générale. Et c'est formidable, puisque là, vous avez alors le robot qui va prendre ce conditionnement du prompt et qui va commencer à interagir en disant oui, voilà, je me pose beaucoup de questions sur les équilibres des réactions chimiques, je ne maîtrise pas bien la notion de pondération, on est en train d'étudier la loi de Lavoisier, on va dire qu'on était dans un contexte de 3e secondaire, typiquement, en chimie, et donc, en fonction des informations, alors qu'on lui aura donné, il dira, Kevin, Stacy et Jean-Marc, qui sont membres du groupe, ont des meilleures connaissances que moi, pourriez-vous expliquer aux autres membres comment vous faites une pondération. Et donc, en fait, le robot peut devenir un acteur, en fait, dans le groupe, au lieu d'être une sorte de pivot et d'axe central. Voilà, on décentralise. Donc ça, c'est un exemple, tu vois, de scénario pour répondre à ce que tu évoques, qui me paraît très, très pertinent. Il y a un autre exemple que j'aime bien aussi, c'est un autre prompt que j'avais trouvé, et donc je l'avais traduit, adapté, vulgarisé en français pour notre contexte belgo-belge. C'est le profil Devil's Advocate, donc avocat du diable. Donc là, c'est vraiment rigolo, c'est si tu veux faire une révision, mais là que tu sois adulte, élève, jeune, vieux, enfin peu importe, quelles soient tes origines et le contexte où tu veux travailler, c'est juste tu lui pose le prompt qui dit en grosso modo que par rapport au sujet qu'on va traiter, on veut qu'il prenne systématiquement le pli opposé, qu'il conteste nos arguments, qu'il les critique et qu'il joue l'avocat du diable, voilà, par rapport à ce contenu. Donc tu lances ça, tu lances ton sujet et bam, il va commencer, voilà, donnez-moi un petit peu votre point de vue sur tel sujet. Donc toi tu commences à lui envoyer ton pavé et là il va commencer à t'attaquer, il va commencer à critiquer les arguments, il va vraiment chercher à jouer l'opposition dans le raisonnement. Et là, c'est formidable parce que tu te retrouves dans des simulations de ton pire cauchemar d'examen oral, je vais dire quasiment, mais jamais auparavant, on avait eu cette capacité de pouvoir simuler à ce point cet environnement ô combien stressant. Et finalement, c'est comme ça qu'on va pouvoir ciseler un mode de pensée de plus en plus fin, de plus en plus précis, puisque on est à une époque quand même où on abonde dans les sources d'informations de tout niveau de qualité, de tout niveau de pertinence, tellement cette abondance d'informations, elle a atteint un point tel que c'est même difficile de rester critique par rapport à toutes ces informations. Il y a énormément de problèmes aussi sur les compétences réelles de chaque individu, notre autocritique finalement de notre expertise réelle dans un domaine de compétences données par rapport à notre ignorance ignorée dans un grand nombre d'autres domaines et parfois même corrélés. Et donc, on a là des outils formidables qui peuvent être des miroirs, pas toujours faciles ou agréables à regarder au premier abord, mais qu'on n'a jamais vu auparavant pour nous remettre face à notre réalité par rapport à la connaissance et au savoir. Ces deux exemples sont intéressants. J'aime beaucoup. Je voudrais rebondir, ou je laisse peut-être... Non, vas-y, je rebondirai après. Je voudrais rebondir parce que tu parles justement d'un monde d'information où il y a de plus en plus aussi de faux. Et voilà, et on en revient quand même à la question aussi, est-ce que l'intelligence artificielle, et en particulier l'intelligence artificielle générative, aussi ne propage pas des fausses informations, ce qu'on appelle un peu les hallucinations de l'intelligence générative. Quel est ton avis, toi, sur ce sujet-là, qui est assez vaste Alors, ça va être un avis de nuance. C'est que toute transmission d'informations, quelle qu'elle soit, va comporter des biais. Le problème n'est pas l'existence des biais par rapport à une information, c'est d'ignorer les biais. C'est-à-dire que de tout temps, si je remonte dans un contexte hors technologique, si on avait discussion politique dans un café-comptoir,
chacun va avoir une opinion à peu près sur tout, mais quel est le niveau d'expertise que j'évoquais tout à l'heure réel dans le domaine? Il est souvent de niveau très faible. Mais ça pose pas un souci parce qu'on a posé un cadre implicite à ces discussions. On discute entre potes autour d'un verre et on sait qu'on pense pas la moitié de ce qu'on dit. Donc, tu vois, je vais repositionner un peu la quête de l'information et la quête de la vérité avec un grand V autour de ce point. Comme je dis, grande quantité d'informations, biais dans la transmission de l'information et pondération de la valeur objective d'une information. Et si je peux me permettre, en fait, c'est exactement ce que tu dis, c'est quand tu discutes avec des humains, t'es beaucoup plus enclin à accepter éventuellement une erreur. Tandis que pour une machine, pour l'instant, on est là, ah mais non, la machine doit nous répondre absolument la vérité, c'est ce qu'on attend d'elle. Alors qu'en fait, dans la vie réelle, dans la vie sociale de tous les jours, il y a probablement une bonne partie des choses qu'on te dit qui ne sont peut-être pas tout à fait correctes non plus. Donc, dans quelle mesure est-ce que notre opinion là-dessus ne va pas aussi changer tout doucement avec les usages nouveaux qu'on peut en faire? Je rejoins assez bien ton analyse parce que c'est le point où j'essaie en fait d'arriver, mais tu as été plus rapide que moi dans l'exemple. C'est de se dire, voilà, prenons ce cas d'étude de l'IA générative comme un sensibilisateur à l'autocritique par rapport à la construction de nos connaissances et à nos biais. Autrement dit, comme tu l'évoques, Benoît, au lieu d'idéaliser une machine qui va nous dire la vérité, c'est se dire, oui, ok, quand c'est une machine qui le dit, il faut être très très vigilant, et apprenons aussi que quand c'est un humain qui le dit, il faut être tout aussi vigilant. Je pense qu'on a pas mal d'exemples avec toutes les fake news, etc., qui sont en vogue pour l'instant, et les personnes qui les transmettent. Voilà, il y a aussi une bonne partie des gens qui l'acceptent tel quel, sans se remettre en question ou sans essayer un peu de challenger ce qui est dit. Donc voilà, la machine c'est une chose, mais je pense qu'il y a quand même un gros travail à faire sur nous en tant qu'humains pour aussi apprendre à avoir les bonnes compétences pour pouvoir analyser ces messages-là. Tout à fait, parce qu'on est soumis à des biais d'autorité, on est soumis à différents filtres. Et là encore, c'est quelque chose qui est en cours de développement et de sensibilisation dans la réforme des parcours de l'enseignement. Donc le fameux FMTTN, dont j'entends beaucoup parler, qui est actuellement au niveau, si je ne dis pas de bêtises, 3e, 4e primaire pour l'instant, de cette intégration de l'apprentissage manuel, technique et numérique dans la formation initiale des enfants et des adolescents. Il y a cette question de critiquer l'information, de développement de l'esprit critique. Et alors, il y a également, je pense, sans pouvoir le dire sans me tromper, dans la réforme de la formation initiale des enseignants, les nouveaux parcours en 4 ans qui sont prévus donc pour les anciens régenda, instituteurs, maternels et primaires. Donc, ça passe de 3 à 4 ans dans la formation initiale, avec une 4e année en interopérabilité avec les universités. Et si je ne m'abuse, il y a également un axe qui est prévu là-dedans sur le positionnement de l'enseignant par rapport à l'information et le développement de l'esprit critique. Donc voilà. Et pour rebondir sur les cours, et je rejoins en fait les 2 exemples que tu as donnés tout à l'heure, où l'importance du prompt était essentielle pour pouvoir bien entraîner, ou en tout cas interroger l'IA. Est-ce que tu penses qu'on va devoir, ou qu'on doit avoir un cours de prompt? Donc que nos enfants doivent, à l'école, apprendre comment prompter de manière correcte une IA générative. Est-ce que ça devrait faire partie du cursus standard de tout étudiant? Alors, c'est une très bonne question. Ma réponse intuitive est oui, et je vais donner quand même une nuance, mais il y a toujours la question de la temporalité. C'est-à-dire que actuellement, c'est 100% pertinent. Maintenant, on voit que la technologie évolue très très vite. Et donc, il faut juste garder peut-être, disons, une certaine prudence sur la question de systématiquement l'implémenter dans le parcours de base, de savoir est-ce qu'on va pas arriver dans quelques mois ou quelques années à une étape où finalement le prompt ne sera peut-être plus l'interaction première par rapport à ces robots et par rapport à ces IA. Donc ça, c'est juste la partie de nuance. En dehors de cela, évidemment, parce que en fait, le prompt, c'est un sujet passionnant. Il y a moins d'1 an, personne ne parlait de ça. Et maintenant, il y a plein d'articles et d'analyses très très intéressants à consulter. De nouveau, avec un esprit critique, avec du recul à prendre, avec du croisement de pas mal d'informations. Mais il en ressort quand même quelque chose d'assez symptomatique d'un point de vue pédagogique. Les personnes qui sont en fait capables de mieux prompter avec une IA sont généralement les personnes qui ignorent qu'elles ont cette capacité. C'est vrai. C'est vrai. Et il faut pas être développeur pour pouvoir prompter. Non. C'est ça la grande révolution.
c'est que généralement, ce sont des gens qui ne sont pas du tout destinés à cette logique informatique, en fait. Exactement ça. Il faut pas de pensée algorithmique, il faut pas de pensée systématiquement analytique profonde, non. Qu'est-ce qu'il faut ? Il faut une maîtrise du langage, une maîtrise de la nuance. Et donc, on constate que déjà dans les usages, typiquement dans le monde entier, déjà les personnes qui ont une langue maternelle qui est issue donc d'un langage très riche dans les synonymes, dans le nuancier. Le français, par exemple. Le français est un très bon exemple. Le japonais est un autre exemple pour parler d'une autre culture. Et donc, ces langues qui sont très nuancées sont des terreaux extrêmement fertiles à l'art du prompt. Parce que on a un outillage d'un très très grand nombre de mots et ces mots qu'on va employer pour interagir avec le robot vont pouvoir le piloter vers une plus grande précision. Parce que si on dit juste fais-moi un petit texte ou fais-moi un grand texte, si vous fais-moi un moyen texte, vous avez déjà rajouté en fait une nuance. Et donc vous voyez, ça, mon exemple est un peu bébête et un peu basique, mais je pense que vous voyez où je veux en venir. C'est que plus les gens sont outillés avec un nombre de mots qui est riche, avec un bon usage évidemment de ces mots, plus on va pouvoir piloter efficacement ces robots parce que on va pouvoir aller dans un degré de précision qui est quasiment inégalable si on a un langage qui est pauvre. Et donc ça c'est super parce que ça veut dire que l'usage de l'IA générative sous-tend un renforcement de l'apprentissage de la langue, des langues même. Tout à fait. Ouais, ça c'est très intéressant. Alors peut-être pour revenir justement sur cet exemple que tu donnais tout à l'heure où on demande à l'apprenant de réciter un texte. Dans le monde, je vais dire, comment l'appeler, dans notre travail de tous les jours, là, chez Delaware, on a évidemment une demande énorme, en tout cas un intérêt très important des clients qui veulent déployer un chat GPT sur base de leurs propres données aussi. Donc ça, il y a tout à fait moyen de le faire. Mais la grosse question qu'on voit toujours, c'est oui, Delaware, c'est bien gentil l'IA générative, mais qu'est-ce qu'il en est des informations que je vais lui donner? Est-ce qu'elles vont se retrouver sur le cloud? Est-ce qu'on va les utiliser pour réentraîner nos modèles? Alors, nous, on a développé à Delaware un ChatGPT privé, donc où en fait tout ce qui est entré dans les prompts ne sort pas au-delà de la boîte sécurisée dans Azure grâce aux API d'OpenAI. Donc tout ça est tout à fait contrôlé. Ici, on parle du milieu de l'enseignement et je parle typiquement, mon enfant, par exemple, à 6 ans, il va enregistrer une dictée ou un texte et ce texte va être ensuite publié dans Teams avec probablement son nom, avec son ton de voix, avec ses connaissances, son niveau, etc. Et je peux m'attendre aussi à quelques questions ou des gens qui seraient très réfractaires et je pourrais les comprendre en disant oui mais attendez, finalement ça ne se trouve plus sur du papier qui peut se perdre, ça va se retrouver dans le cloud, dans un système. Peut-être que ça va être utilisé par les sociétés pour pouvoir recréer des modèles qui, ok, le but final sera des plus performants, mais il y a quand même cette grosse crainte d'avoir cette information qui part. Donc, on touche vraiment à la question des données privées, en fait. Donc, qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce qui se passe? Et quel est ton avis surtout là-dessus? Et comment est-ce que les sociétés telles que Microsoft peuvent garantir cette sécurité? Et quels sont les moyens, en fait, de contrôle qui sont mis en place pour répondre à ce besoin? Alors ici, je vais partager mon avis en tant qu'individu par rapport à ces technologies de manière générale, mais il y a des réponses claires et des publications déjà qui sont mises en place. Donc l'usage d'outils dans le cadre de l'éducation, quel que soit le choix d'une plateforme technologique, il répond aux terms and conditions des outils qu'on choisit d'utiliser. Fameuses conditions d'utilisation générales que dans la vie privée, la plupart des gens ne lisent pas. D'ailleurs, un exercice assez rigolo, c'est de prendre toute une terms and conditions de, 50 pages d'un produit ou d'un réseau social quelconque, de l'envoyer à un robot type GPT et dire tiens, fais-moi un peu la synthèse de ça ou quels sont les points importants. Et c'est un exercice rigolo où justement l'IA nous permet
d'obtenir de l'information qui est autrement, c'est des termes juridiques, c'est extrêmement compliqué. Ouais. Ça, c'est un bon exemple. Et donc, les terms and conditions dans les produits éducatifs, particulièrement en Europe, ils sont drastiques. C'est-à-dire, il faut un respect des données, il faut la capacité à ce que les données soient bien en Europe. Et donc, finalement, les outils qui sont proposés de manière générale dans les écoles sur le territoire européen doivent répondre à ces différentes implications. Mmh. Et donc là, on a premier outillage très déjà poussé en fait en termes de sécurité. Ça veut dire les données scolaires déjà dans les textes légaux belges doivent être conservées plusieurs années, qu'elles soient des formats papier, qu'elles soient des formats numériques, parce qu'il peut y avoir une inspection, une vérification pour l'obtention des diplômes. Donc, faut pas croire. En fait, la notion de données, elle est bien antérieure au monde du numérique en réalité, dans le secteur éducatif. Maintenant, pour revenir sur l'exemple d'une lecture, en fait, ces systèmes sont prévus pour que, justement, il n'y ait pas de collecte et de réemploi possible de ces données. Donc, tout est conteneurisé dans les espaces qui sont définis pour chaque école en termes de plateforme numérique. Et il n'est pas possible, sauf si l'école le souhaite, de pouvoir, en fait, utiliser ces données dans un autre contexte. Et donc, c'est tous ces systèmes en fait de compliance, comme on le dit en anglais par rapport aux data, qui sont mis en place pour baliser de manière très très claire les usages et tout ce qui va pouvoir être fait. Après, évidemment, là, tu évoques finalement quelque chose qui est en plein boom au niveau européen, qui est déjà beaucoup plus présent aux États-Unis ou sur d'autres régions du monde. C'est le secteur justement de la EdTech et des Education Analytics. Donc typiquement, en réalité, dans le monde de l'éducation, on a un vivier de données pour suivre l'apprentissage des personnes, leurs forces, leurs faiblesses, les points à renforcer, les lacunes, les éléments à corriger, qui est quasiment inégalable dans d'autres secteurs, mais jusqu'à il y a très peu de temps, dans le monde de l'éducation, personne n'en faisait rien. Pourquoi ? Parce que ces données, comme on l'a évoqué, elles étaient sous format papier, ou elles étaient dispersées, ou elles étaient sous différents formats de fichiers, dans différents systèmes, sur des serveurs locaux, un peu partout. Et maintenant, on arrive à un moment donné où on peut croiser enfin ces informations, et donc c'est ce qu'on va appeler les Education Analytics. Ce sont des tableaux de bord, comme par exemple des Power BI ou des visualiseurs, qui vont permettre à des directions, à des professeurs, à des gestionnaires de réseaux d'éducation, d'avoir des vues en temps réel sur les progrès en lecture des élèves pour la langue française, les problèmes d'acquisition des mathématiques. Finalement, au lieu d'attendre des enquêtes PISA tous les X, eh bien, on va avoir la possibilité de pouvoir mesurer, prendre le pouls finalement des différents apprentissages en temps réel, avec des données qui n'ont pas besoin d'être nominatives et qui peuvent être parfaitement anonymisées en réalité. Parce que ce qu'on cherche, c'est pas l'individu dans la masse, c'est la masse des individus et les tendances qui vont se dessiner pour voir dans quelle direction est-ce qu'on va. Parce que c'est jamais le trajet d'une fourmi seul qui peut quitter la piste pour aller explorer puis revenir dans la colonie, etc., dans la colonne de la colonie, etc. Ce qui nous intéresse, c'est la grande direction de la colonne de fourmis, dans quelle direction elle va. Et donc, c'est ça les Education Analytics. Et ça, c'est un outillage qui est super intéressant parce que une fois qu'on a maintenant des données qui peuvent être rassemblées et consolidées en interne dans des infrastructures gérées par les écoles avec un propos pédagogique et un objectif clair, eh bien, on a des outils, des boussoles finalement qui nous donnent des directions et des mesures qu'on n'avait pas par le passé. Et ça, c'est quelque chose qui est encore en train d'être sensibilisé, qui est déjà beaucoup plus présent dans le monde anglo-saxon. Et donc, par exemple, chez Microsoft, on propose sur GitHub un repository complètement gratuit open source qui s'appelle Open Education Analytics, si je me souviens bien. Et donc, le principe, c'est de pouvoir déployer ce framework sur un serveur local, sur un serveur cloud, sur l'infra de son choix quand on est une institution, et simplement alors d'aller y connecter des sources de données de son institution, et le système va alors pouvoir consolider les données, visualiser les données et tracer différents axes et donner de l'information tangible pour les décisionnaires. Et ça, c'est vraiment quelque chose, je pense, dont on a besoin. Parce que malheureusement, sinon, on en reste, on parlait des biais humains tout à l'heure, à l'évaluation classique de notre perception
je vais être un peu peut-être trop vulgarisateur par rapport à ça, mais je vais dire au doigt mouillé. On pense que on pense que moi je suis face à ma classe et je sens que ou je sais que, mais ma classe c'est un petit échantillon très contextualisé dans un environnement très limité, et donc il faut jamais oublier que la tendance et la visualisation objective de données demandent en fait une vue très très hélicoptère, et ça c'est typiquement des outils qui vont permettre d'y arriver. Donc même au niveau politique, avoir ces outils à disposition permettrait de savoir là où il faut injecter un peu plus de subsides, d'argent pour développer telle ou telle matière, ou reprendre des directions spécifiques comme tu le disais, alors qu'avant c'était piloté selon ce qu'on pensait mais sans pouvoir l'objectiver de manière effective. Oui, c'est exactement ça, et donc il y a des réflexions qui sont, je pense, menées, plus ou moins avancées sur certains de ces sujets, mais en tout cas avoir de la donnée mesurable, de la donnée objective, c'est quelque chose qui est nécessaire comme carburant pour pouvoir avancer d'un point de vue éducatif, et donc du coup le numérique en éducation est pour ça le seul outil capable de les fournir. En fonction d'un choix de plein de technologies possibles, de plein de manières de mobiliser ces données, de les consolider, de les stocker, de les sécuriser. Et donc voilà. Puis il faut jamais oublier non plus que, typiquement, pour revenir sur la notion de sécurité des données et d'accessibilité aux données, quelqu'un qui va forcer la porte d'un secrétariat d'une école avec un pied de biche et emporter des phares de dossiers scolaires, techniquement, c'est un vol de données. Et c'est de l'information, justement, mesurable. Donc, tu vois, je reviens sur le fait que la captation d'une donnée ou la perte d'une donnée, c'est quelque chose qui est bien antérieur en fait au monde du numérique. Bien sûr. Tu vois, on replace un petit peu le contexte. Tout à fait. Donc on peut être rassuré sur ce point-là, et même au-delà d'être rassuré, ça va permettre finalement d'ouvrir de nouvelles portes qui ne seraient pas possibles de manière de faire pour l'instant. Tout à fait. Et d'ailleurs, j'ajouterai également un point, c'est que sur le site officiel de Microsoft, tu as différentes publications qui sont vraiment de fondamentaux sur les engagements et les technologies qui sont proposées. Et tu as un élément génial qui s'appelle les 5 piliers de l'IA responsable selon Microsoft. Et donc pour revenir sur la technologie de l'IA, c'est les engagements de Microsoft en tant que compagnie sur comment utiliser l'IA dans un cadre responsable en respectant ces différents critères, dont la confidentialité des données, leur non-réemploi pour entraîner d'autres modèles, leur non-emploi à vertu commerciale sont évidemment des éléments fondamentaux. Et donc, je vous invite vraiment à lire évidemment ces informations, parce que ça donne vraiment une direction claire et des réponses très très claires sur qu'est-ce qui est nécessaire et qu'est-ce qui est recommandé en tout cas pour une compagnie comme Microsoft dans des cadres d'utilisation de l'intelligence artificielle. Ok, on ira jeter un œil attentif. Alors, on parle de Microsoft justement. Est-ce que il y a des innovations, des initiatives qui sont en cours, qui s'annoncent sur la roadmap et pour lesquelles tu pourrais nous parler, ou alors des choses très récentes qui viennent de sortir? Oui, alors c'est un terrain très très fertile en termes d'innovation. Alors, d'un point de vue strictement Microsoft, hors du monde de l'éducation, on a évidemment les copilotes 365 qui ont débarqué depuis cet été. Actuellement, c'est une technologie qui est seulement disponible pour les entreprises, mais dans les mois qui vont venir, c'est une disponibilité qui va clairement s'élargir. Est-ce que tu peux rappeler ce que c'est bien sûr. Le copilote 365, c'est un assistant de type GPT qui est intégré comme une sorte de greffon dans l'environnement de Microsoft 365. Le Word, l'Excel, le PowerPoint, pour ne citer que, mais également tout l'environnement, la boîte mail Outlook, l'agenda, les SharePoint, les Teams. Et donc c'est un assistant qui est disponible chaque fois dans un coin de l'écran à l'aide d'un bouton et qui va pouvoir interagir avec nous pour nous aider à réaliser des tâches dans les outils. Dans Word, il va pouvoir se charger de rédiger des pans de texte, de travailler sur des mises en page. Dans PowerPoint, il peut créer des slides, il peut les mettre en structure. Et puis, surtout, plus intéressant, c'est un outil qui est connecté aux données de l'entreprise, dans le cas que nous évoquons. Et donc, il va pouvoir mobiliser ces données également pour répondre à des contextes. Il va pouvoir aller consulter les données accessibles qui lui sont rendues accessibles au niveau de l'entreprise pour donner des scénarios, pour vérifier si une information sur laquelle on travaille n'a pas déjà été publiée ailleurs, sur une autre source documentaire qui nous est accessible du coup. Et donc, comme vous le comprenez, ça demande évidemment une très très bonne gestion des data.
au niveau de l'entreprise. Il faut sécuriser ces datas, il faut consolider ces datas, croiser ces données, créer des schémas de données cohérents. Et donc, il y a toute une architecture à mettre en place où des experts comme les groupes de l'Aware, notamment, peuvent apporter une véritable valeur ajoutée. Dans le monde de l'éducation, ces technologies ne sont pas encore disponibles. Pourquoi ? Parce que il y a différentes raisons. Une des premières raisons, c'est d'abord la régulation qui est en cours au niveau européen sur justement l'intelligence artificielle dans le cadre des citoyens, plus particulièrement des jeunes citoyens. Donc, qui dit éducation dit enseignement maternel, primaire, secondaire, tout ça sont des personnes mineures. Donc, c'est important de ne pas avancer trop vite, de ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Donc, il faut laisser le temps aux politiques de définir un cadre et ensuite de veiller à ce que les technologies soient déployées correctement au sein de ce cadre. C'est pour ça qu'il faut demander en fait au grand public à ce niveau-là plus de patience dans un secteur comme l'éducation. Cependant, il y a déjà des choses qui sont disponibles. Notamment, on a sorti ici au mois d'octobre un assistant pour l'éducation qui est accessible pour les utilisateurs de l'environnement Microsoft 365, ce qu'on appelle le niveau A3, Académique 3, donc c'est le niveau de licence de la plateforme. Ça s'appelle Copilot pour le web. Copilot pour le web, globalement, c'est un assistant comme celui que je viens d'évoquer, mais qui est mobilisable simplement par une fenêtre web. On va sur copilot.microsoft.com, connecte son compte, et on peut interagir avec ce robot. Ce robot, il va garder aucune trace des échanges qui sont faits avec lui. Donc, protection totale des données. Mais quelle est la différence alors avec ChatGPT ? Alors, il a en fait la capacité, le copilote pour le web, de mobiliser, déjà il est multimodal. Donc, il peut mobiliser le modèle élargi de DALL-E pour les visuels. Il a accès au codex pour le code. Il a accès au GPT-4 pour GPT-4. De manière gratuite, ce qui est la grosse différence. Exactement. Il n'y a pas besoin de licence premium additionnelle. Okay. Et il y a tout ce volet data privacy. C'est-à-dire qu'aucune information ne va pouvoir être fuitée. Donc, c'est extrêmement bien brandé sur l'outil. Il y a les liens directs vers les points que j'évoquais sur la data privacy et compliance par rapport aux échanges, qui est directement documenté sur le portail learn.microsoft.com dans l'interface du copilote pour le web. Et là, c'est actif, là. Oui, c'est disponible. Tu dois avoir les licences A3. Il faut une licence de niveau A3 ou A5 en tant qu'institution académique, mais c'est le cas de beaucoup d'institutions ici en Belgique. Et donc ce copilote pour le web, il a plein de fonctionnalités hyper intéressantes. Déjà, c'est un assistant qui a accès à la recherche sur Internet. Donc, il possède les connaissances des modèles élargis que j'ai évoqués, ainsi que leurs capacités techniques, mais il peut également aller consolider, renforcer les informations de ces réponses par des recherches web qui vont du coup être sourcées. Donc, dans la réponse qu'il va construire, il va donner les liens vers différentes ressources web qu'il a été consulté ou qu'il a parcouru rapidement pour pouvoir construire sa réponse ou qui sont corrélés avec les éléments de sa réponse. Ça, c'est un premier élément. Après, comme il est multimodal, il répond à plein de scénarios. Donc, typiquement, ici l'autre soir, je prépare un article tuto pour les enseignants où je l'ai mis en condition justement d'être un prof de chimie. Je reviens avec mon Lavoisier, mais j'étais prof de chimie avant, donc voilà. Et donc je lui ai demandé de faire un cours sur la loi de Lavoisier. Et donc je travaille tout un prompt de préparation pour le mettre en condition, et il m'a réalisé d'abord un plan de cours, puis il m'a réalisé la théorie du cours, puis une session d'exercice, puis une correction de l'exercice, puis une évaluation. Et donc, pour compléter ça, je lui disais, tiens, mais génère-moi un peu quelques visuels pour agrémenter le cours. Et hop, il va aller prendre DALL-E et il va me faire des flacons comme ça, de laboratoire de chimie avec une petite lumière bleue et un tableau noir en arrière-plan avec des équations chimiques griffonnées. Alors, c'est visuellement magnifique. C'est pas une image utile au sens premier du terme, mais pour illustrer les concepts, c'est vraiment génial. Et notamment le modèle DALL-E 3 qui est disponible via le copilote pour le web, il peut maintenant également générer du texte dans les images. Donc de nouveau, il y a de la marge d'erreur, faut parfois reprompter plusieurs fois, mais c'est beaucoup plus puissant que ça ne l'était par le passé. Ce que Midjourney ne peut pas faire. Ce que Midjourney, par exemple, ne fait pas. Et donc ça c'est vraiment super puissant parce que du coup, on peut lui demander de nous créer différentes pièces qu'on va rassembler dans un contenu final. C'est un outil également qui permet d'exporter directement ces résultats de réponse au format Word, au format PDF, au format Excel, parce qu'il peut répondre aussi sous forme de tableau. Et donc, on a un bouton d'export qui sort directement des fichiers prêts à l'emploi. Et alors, la petite cerise sur le gâteau, c'est que si on utilise le navigateur Edge, alors le copilote pour le web devient copilote pour Edge, petite nuance dans le nom. Là, on a tout le temps le bouton de l'assistant en haut à droite de Edge, quoi qu'on fasse dans le browser. Et à tout moment, on peut cliquer dessus et alors il va pouvoir interagir avec la page qui est ouverte. Synthétise-moi cette page, puis il faut la synthèse. Fais-moi 10 questions à QCM sur ce contenu, puis il va le faire. Est-ce que ça, c'est accessible
pour toute personne qui utilise Edge ou pour toute personne qui utilise Edge avec les licences pour éducation? Alors, il y a... En gros, est-ce que moi, avec ma licence entreprise, est-ce Ouais. que j'ai accès à cette fonctionnalité ou pas? Alors, Copilot pour le web et Copilot pour Edge existent pour les licences de type entreprise. Si tu as une licence entreprise, tu vas être couvert en fonction de ton niveau de licence, si tu as le niveau correspondant. Mais il y a, et pareil pour l'éducation. Et donc, en fait, ce qui change, c'est qu'en fonction de la type de licence que tu connectes, tu vas avoir d'autres conditionnements au niveau du robot. Quand tu connectes avec un compte académique, le robot est préconditionné PEDA. Donc, il va te faire des pré-prompts dans sa page d'accueil, genre, vous voulez que je vous fasse un plan de cours? Vous voulez que je vous rédige une leçon? Vous voulez que je fasse une activité de recherche? Et donc, il va proposer, en fait, des scénarios et il va se préconditionner. Si tu es en mode entreprise, il va te proposer des scénarios de productivité. Et enfin, si tu es une personne lambda qui n'a pas de compte d'entreprise ou de compte académique, tu peux te créer un compte Microsoft tout court sur Microsoft.com, ou si tu as un compte Xbox, un compte Windows, un compte Hotmail.be, Outlook.be, Hotmail.com, tout ça sont des exemples de comptes Microsoft. Tu connectes juste ça et ça va marcher. Mais la différence là, c'est que tu es un utilisateur lambda, citoyen, citoyenne, et tu acceptes les terms and conditions de l'outil comme tu le fais avec ChatGPT. Autrement dit, dans ce contexte-là d'un compte privé, il y a une utilisation possible, mentionnée clairement dans les terms and conditions, des données et des échanges qui sont faits. Dans la connexion d'un compte entreprise ou académique, non, tu as toutes les protections supplémentaires que j'ai évoquées tout à l'heure. Okay. Donc voilà, comme ça, tu as la nuance. Et alors, pour finir sur ce Copilot Edge, il y a un truc qui est génial avec, c'est que Edge, en fait, c'est un lecteur de PDF. Et donc, si on ouvre un PDF qui est local sur le PC dans la fenêtre de Edge, et qu'on appuie sur le Copilot pour Edge, il va pouvoir interagir dans le PDF. Ok. Donc en fait, je reviens sur les use cases. On a parlé beaucoup de l'utilisation de l'IA pour les apprenants, pour les professeurs, mais ça veut dire aussi, on évoquait un cas avant en préparant ce podcast, mais que au niveau back-end ou plutôt au niveau administratif dans les écoles, les circulaires qu'il faut pouvoir respecter, les règlements, etc. Typiquement, ce genre d'outil peut être aussi un vrai accélérateur. Alors. Mais complètement, pour le monde administratif scolaire, c'est ce qu'on appelle un game changer. Autrement dit, à partir du moment où on a la capacité d'avoir ces ressources de données documentaires, on va prendre un scénario très pratique. On ouvre par exemple une souscription Azure en tant qu'institution. Ça se fait en quelques clics. Et donc, ça va nous fournir une sorte de container sur les serveurs Azure de Microsoft sur lesquels on va pouvoir venir déposer des données qui vont pouvoir être complètement conteneurisées et sécurisées. On va déposer son lot de data là-bas. Et ensuite, on active la souscription Azure OpenAI Service, qui est donc un sorte de mini-parc technologique qui est disponible pour toute personne qui veut se connecter dans Azure et qui met à disposition les modèles de langage et les modèles visuels, les modèles de code d'OpenAI pour pouvoir les entraîner directement sur une source de données qu'on va connecter. Et donc, comme tu l'évoquais tout à l'heure dans l'exemple chez Delaware, c'est une méthodologie qui permet de créer son propre assistant intelligent qui possède les moteurs, en quelque sorte, d'OpenAI pour l'expression et la réflexion, mais qui va se nourrir uniquement des connaissances qu'on va lui donner dans le conteneur. Et donc là, on obtient un GPT, données légales de l'enseignement, GPT, règlement de l'école, GPT, inscription des étudiants dans mon infrastructure, dans mon institution. Et donc, on peut créer en fait une infinité de scénarios tant qu'on a des sources d'informations qui peuvent être du coup des simples fichiers. Ça peut être des vrais PDF, des vrais Word, des vrais PowerPoints. Après, ça peut être des données aussi beaucoup plus structurées et beaucoup plus numériques et beaucoup plus profondes en termes d'interaction. Mais tout ça en quelques clics. Et donc, littéralement, on est à une époque où, grâce à ces technologies comme Azure OpenAI Service que j'évoque, en peut-être 15 à 30 minutes, tu peux te créer un assistant intelligent pour un cas d'usage ultra spécifique. Cool. Bon, d'ailleurs, j'ai entendu j'ai surtout lu qu'on va lancer là un genre de store, mais ce n'est rien à voir avec Microsoft. C'est plutôt OpenAI qui veut se lancer. Ah, mais ça existe, hein.
dans un store d'agents virtuels. Oui. Donc c'est les chat GPTs et nous proposons depuis ça a été annoncé à l'Ignite la semaine dernière. Donc nous, ce sera le même principe, ça s'appellera les copilots. Ok. Donc c'est de pouvoir créer comme ça des assistants. Finalement, le Copilot 365 que j'ai évoqué, le Copilot pour le web, le Copilot pour Edge, ne sont au final dans cette situation que des exemples pratiques d'assistants développés dans un cas d'usage ultra spécifique. Et l'idée, c'est que chaque institution, chaque entreprise puisse s'approprier ces créations d'assistants, les copilotes, pour les faire coller à tous les cas d'usage souhaités et tous les scénarios possibles. Alors moi, j'ai justement testé ce store d'OpenAI. J'étais dessus il y a 2 jours, donc on est aujourd'hui le 28 novembre. Il y avait déjà 18 000 assistants disponibles. Alors j'en ai essayé quelques-uns, j'ai même créé mes propres assistants pour tester. J'ai trouvé une chose un peu compliquée et j'espère que ce sera plus simple sur les copilotes de Microsoft. Je trouve que il manque d'un vrai descriptif de pourquoi cet assistant est créé. Le persona. Donc, par exemple, je cherchais des assistants dans le domaine de l'agriculture, parce que je donnais une conférence sur ce sujet-là bientôt, et je voulais montrer un petit peu ce qui existait. Alors oui, il existe des bots ou des GPT experts en agriculture, mais je ne sais pas sur quelles données ils sont entraînés, je ne connais pas peut-être le contexte dans lequel on les a mis. Donc, l'agriculture, c'est évidemment très, très vaste. Et je me dis, sans ces indicateurs, qu'est-ce qui me donne la confiance que ce pourquoi ils ont été créés sera meilleur que mon utilisation spécifique d'un chat GPT où je recommence à le prompter, à le briefer moi-même. Donc, je ne sais pas si du côté Microsoft, avec ses copilotes, on aura un petit peu plus de contexte sur, ce copilot, est créé pour répondre à ce genre de besoin. Il est entraîné, on lui a donné telle source d'information pour pouvoir être plus performant et lui permettre de répondre dans un contexte plus spécifique. Donc voilà, c'est une chose que je peux dire, ce serait cette demande-là. Je suis curieux en tout cas de le tester et je pense, Leïla, qu'on va essayer de faire une petite démo début janvier lors de notre événement des copilots justement, si ils sont déjà disponibles. Voilà, on en reparlera un petit peu plus. Ouais, tout à fait. Donc on l'a annoncé ici tout récemment. J'ai pas en tête la roadmap sur les disponibilités, mais en tout cas, je suis assez confiant sur ce que tu évoques par rapport au descriptif, parce que on a quand même plusieurs historiques en termes de store et de descriptif. Bien sûr, ne fût-ce que le Microsoft Store, mais le Azure Store typiquement qui se rapproche beaucoup plus de ce que tu évoques. Où évidemment, il est clair que dans la foison de ressources qui sont disponibles dans l'Azure Store, il est important que tu aies une vision claire de c'est quoi cet outil, à quoi il sert, quel est son but. Et donc, je suis très confiant par rapport à ça vis-à-vis des copilots. En tout cas, et ce sera peut-être la dernière question pour clôturer le podcast. Ce qui est certain, c'est qu'on voit que la technologie évolue à une vitesse absolument incroyable. Ce qui est certain, c'est que les gens ont besoin de la tester, de l'expérimenter par eux-mêmes, mais souvent, le problème, c'est par où est-ce que je commence? Et là, je te regarde, Sébastien, parce que tu es un créateur de contenu aussi absolument incroyable. Donc, on voit très, très fréquemment des posts de ta part, des vidéos, des tutoriaux sur ton blog, sur LinkedIn, etc., qui vont permettre en fait de mettre le pied à l'étrier. Alors, je ne sais pas si tu peux peut-être nous en parler brièvement, et si tu devais donner un conseil aux gens sur, OK, testons les choses, comment est-ce qu'ils se connectent à tes données et à tes ressources? C'est une bonne question. Déjà, de base, je suis présent sur les plus commun des réseaux sociaux. Donc, je suis présent sur Facebook de manière semi-professionnelle, sur LinkedIn de manière professionnelle, sur X. J'ai encore un compte là. J'ai un compte Blue Sky aussi, pour ceux qui ont un early access. Et donc, j'ai en effet une chaîne YouTube, et j'ai un petit compte Instagram aussi où je publie plutôt des visuels tutos ou quelques vidéos format réel. Mais voilà, l'essentiel, c'est on trouve simplement par mon nom et mon prénom, Sébastien Place, PLACE, tu vois, sur tous ces comptes. Je refuse rarement un ajout de contact, parce que pour moi, un des buts principaux de ces comptes, c'est justement de la vulgarisation technologique. Je veux dire, si un jour je rechangeais une 3e fois de carrière et que je partais vraiment vers un tout autre domaine, je sais pas si je garderais encore ces réseaux sociaux, parce que voilà, ils me servent essentiellement à ça. Donc j'y publie
certainement tous les jours, ça c'est clair. Parfois c'est juste des partages, parfois c'est des créations inédites, parfois c'est des commentaires et des expériences. Et alors je tiens en effet à côté de ces réseaux sociaux à un blog, donc c'est splc.be. Donc c'est mes initiales, hein, SPLC, Sébastien Place.be. Et le but de ce blog, c'est que j'y publie très régulièrement, mais j'ai pas de régularité en fait dans mes publications. Parfois je vais faire 3 articles en une semaine et parfois je parle plus dessus pendant un mois. Ça dépend un petit peu du temps libre que j'ai en fait pour le faire et des sujets également qui m'inspirent. Mais j'y publie des tutos, des analyses sur chaque fois de l'usage technologique relié au cadre éducatif. C'est un peu le pattern récurrent. Mais ça va dans plein de directions, dans plein de thématiques. Et donc, j'évoquais un article que j'ai publié récemment sur l'art du prompting pour les profs, où j'ai fait une banque de 10 prompts très élaborés qui sont prêts à être copiés-collés pour être adaptés avec les différents scénarios pédagogiques, comme 2 que j'ai évoqués tout à l'heure. J'en ai fait un autre pour décrire le copilote pour le web. On l'appelait encore Bing Chat Éducation ou Bing Chat Enterprise. Et également des tutos très pratico-pratiques. Donc je suis prof, je veux me créer un Teams Class, comment je fais, comment je donne un devoir à mes élèves, comment je lis un texte avec le lecteur immersif quand je suis apprenant à besoin spécifique. Donc voilà, ça balaye un petit peu tout ça. Et donc depuis la page accueil du blog, il y a le lien vers tous mes réseaux sociaux, vers la chaîne YouTube. Et alors sur le blog, il y a également un lien pour s'inscrire à une newsletter que je publie mensuellement. Et ça, je suis plutôt régulier là-dessus. Cette newsletter, souvent, il y a quelques notes, pensées, réflexions inédites que j'y mets, plus les liens vers tous les articles que j'ai publiés ou les vidéos du mois en question. Et j'y épingle également des ressources que je trouve pertinentes dans ma veille numérique sur les thèmes que j'ai évoqués, ou en tout cas qui ont une connexion, une interaction possible avec les sujets récurrents. Et enfin, donc oui, la chaîne YouTube qui est disponible aussi en lien via le canal. Sinon, c'est splc.be/YouTube, tout simplement. Et là, je dois avoir, je sais plus combien de centaines déjà de tutos, des formats courts, des formats plus longs, un peu webinaires. Notamment, j'évoquais le scénario de construction d'un chatbot sur base de données conteneurisées. Ma dernière vidéo, c'est ça, c'est une vidéo de 50 minutes où avec mon excellent collègue Antoine Engelen, que je salue d'ailleurs, on a fait un workshop pour 50 institutions d'enseignement belges qui nous suivaient sur Teams. Et on a dit, OK, on va aller prendre au hasard un site d'une de vos institutions. On va sortir en PDF toutes les pages d'informations sur les inscriptions. On va mettre ça dans le conteneur Azure qu'on a ouvert. On va entraîner le chatbot en direct devant vous. Ça a pris 15 minutes, même pas. Et le chatbot va être capable de répondre à toutes les questions qu'un étudiant se pose pour s'inscrire dans cette école. C'était génial. Et donc, la vidéo est intégralement disponible, notamment sur la chaîne, pour se donner de l'inspiration, plus des petits tutos, des vidéos de 3 minutes, hyper pratico-pratiques. Voilà, c'est un peu mon background d'enseignant qui ressort. Et enfin, la dernière chose, peut-être sur le blog, j'ai fait un OneNote public dans lequel je documente en fait plein de choses sur les différentes technologies que j'explore dans la galaxie Microsoft. Et donc, ce OneNote, c'est un bouton qui est là dans la barre de navigation du blog. Il suffit de cliquer dessus. Il est complètement je dirais open source dans les données. En tout cas, on peut le copier, on peut s'en servir et j'y mélange un petit peu tout pour montrer aux gens aussi comment utiliser un outil de note collaborative de manière efficace, comment rendre disponible de l'information. Et je propose même aux gens de m'envoyer des éléments pour venir nourrir encore ce contenu pour que ça reste vivant et évolutif. Et je sais qu'il y a des centaines, voire milliers d'écoles francophones dans le monde, en tout cas, qui le consultent régulièrement. Écoute, c'est magnifique. Moi, ça me fait vraiment plaisir de voir qu'il y a des gens qui prennent le taureau par les cornes et ça me rassure pour l'avenir de mes enfants. Voilà. En tout cas, tous ces liens vont être repris dans les commentaires, de toute manière, pour que les auditeurs puissent te suivre et profiter des formations que tu as mises en place. On arrive à la fin. Je sais pas si Leïla, tu as une dernière petite question. Non, une conclusion. C'était vraiment bien complet, exhaustif. Merci Sébastien. Merci beaucoup. C'était un réel plaisir. Merci beaucoup. Et on se retrouve très vite. À bientôt tout le monde. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager à vos amis, à votre famille et à vos collègues. Nous vous serions très reconnaissants si vous pouviez laisser une évaluation, 5 étoiles, dans votre application de podcast préférée. Ça nous aide vraiment à grandir.
Vous avez un projet en IA, des idées que vous souhaitez discuter? Notre société, Delaware, peut vous aider. N'hésitez pas à nous contacter sur portraitIA@delaware.pro, portrait au pluriel, ou sur les réseaux sociaux. C'était Léla Rebout et Benoît Loffet, et on vous dit à très vite.